Moi, quand j'étais petit, j'étais entouré de passionnés, quoi, qui vivaient vraiment que pour le surf, par le surf, même s'ils avaient un peu un job à côté, mais en fait, finalement, comme le surf, c'est hyper exigeant, parce qu'il faut être au bon moment, au bon endroit, donc tu peux pas vraiment si tu veux vraiment en faire, tu peux pas vraiment avoir un travail normal. C'est cette population là de gars légendaires qui avaient connu, déjà moi, si j'estime des fois que j'ai connu un peu les débuts, il y a des gars qui avaient connu les débuts 10 ans avant moi, donc qui étaient dedans, il y avait des super orateurs, donc qui racontaient des légendes incroyables et qui donnaient trop envie qui faisaient vivre le surf par des histoires en fait. Donc tu avais des gars qui avaient une espèce de tribu où tu pouvais pas rentrer comme ça, et du coup où les gars avaient l'air vraiment cool, où les gars avaient pas trop de contraintes, tu vois, c'était un peu la vie rêvée, en plus opposé un peu aux parents que tu peux... tu vois, mes parents ils avaient vraiment un vrai travail, ils étaient, même si... ils étaient pas rigides, mais voilà, c'était le truc, et du coup, tu avais d'autres modèles en fait dans ta vie que tes parents un peu qui te faisaient. Tu vois, ça a été le début de l'adolescence, je pense que c'est arrivé par là, quoi, de dire ouais, mais moi je veux pas aller. Tu vois, je veux pas aller manger chez mémé parce qu'il y a des vagues. Tu vois, ça a commencé comme ça, quoi. C'est un truc qui prend vraiment, quoi. C'est clair que tu veux pas manger chez mémé s'il y a des vagues, quoi. Et donc t'avais ce truc là, et en fait ces mecs là portaient ces fringues là, qui étaient pas forcément faciles à trouver, parce qu'à l'époque de toute façon t'avais pas les shops en ligne, et puis quand il y avait plus non plus, quoi. Enfin c'était voilà, quoi. Donc il y avait des importateurs, bien chercher, ça devait être pas simple à l'époque. Et du coup, tout arrivait toujours en retard parce qu'avec les frais de douane, les machins, les trucs et tout. Donc voilà, et en fait, quoi, donc ça avait vraiment un sens de s'habiller en surfwear. Ça, tu faisais partie de la tribu, quoi. Voilà, il y avait ce côté rareté en fait du produit, et en fait, le truc est devenu mainstream dans les années 2000. Donc, plus de monde à surfer, c'est bénéfique, on va dire, pour tous les commerçants du surf. Donc il y a pas mal de business qui a progressé par ça. Il y a des gens qui vont pouvoir en faire leur métier par des shows télévisés, par exemple. On peut penser à l'équipe de Lost in the Swell, où c'est grâce à cette démocratisation du surf qu'on voit des personnages un peu surgir sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, il y a du monde, c'est un sport qui nous a plu, il n'y a pas de raison qu'il ne plaise pas à d'autres personnes. Parce que nous, on l'a connu quasi vierge, le cadre. Aujourd'hui, on doit le partager avec les gens, mais avec la nature qui est aussi sur ces sites. Reprenons au début. Nous, on est 3 étudiants de la gestion et de la protection de la nature, et on a commencé à se questionner sur l'impact environnemental de notre sport, le surf. D'un côté, on est tous conquis par le plaisir de la glisse, par le contact avec les éléments, avec la faune, avec les gens. De l'autre, après un automne de dingue, on a regardé notre facture d'essence et on s'est dit que quand même, pour profiter de la nature et de notre sport, on en fait des bornes. En Bretagne, le surf il est à l'origine d'un développement économique et il y a aussi tout un tissu social qui se forme autour. Un développement économique et social donc. Et nous, grands amateurs de la nature, on a eu envie de se pencher sur l'aspect environnemental de notre sport. Vous l'avez compris, en gros, on s'est demandé comment faire pour approcher un développement durable du surf. C'est cette question qui nous pousse à réaliser ce petit tour d'horizon de la Bretagne et de ses surfeurs. Notre premier objectif est donc de situer notre impact environnemental à notre échelle. Identifier les pressions que l'on occasionne en questionnant les acteurs du territoire plus ou moins liés à la pratique du surf. Alors l'impact, déjà la fabrication d'une planche, c'est comme du matériel dérivé du pétrole pour la plupart. Donc même s'il commence à avoir de plus en plus d'alternatives avec le bois,
les résines un peu, les bio-composants, mais bon, ça reste quand même des matériaux qui sont durs à recycler. Après, la combinaison, surtout quand on habite en Bretagne, qui est, je pense, qui a un gros impact sur l'environnement, quoi. 100% non recyclable. 100% non recyclable pour le moment. Donc c'est vrai que maintenant il commence à avoir des petites alternatives je pense qu'ils vont évoluer, mais ça reste un gros impact pour un sport dit naturel. Et donc moi, ma pression la plus forte que je trouve, c'est son usage de la wax, qui est important parce que c'est un produit qu'on va mettre à chaque session. On va remettre à chaque session, et ça c'est vraiment quelque chose qui va agir sur nous, notre pratique, mais qui du coup va agir aussi sur l'environnement, parce qu'elle va se diffuser dans l'environnement, parce que si elle s'érode sur notre planche ou sous nos pieds, c'est-à-dire qu'elle finit dans l'eau à un moment donné, ou sur la plage. J'aurais tendance à dire que les pressions, c'est pas tellement sur le domaine maritime, c'est pas sur la mer tellement qu'on a. Le problème se pose plutôt en termes de comportement à terre, et notamment sur les problèmes de stationnement et de comportement qu'il peut y avoir autour, quoi. La question de ne pas dormir sur un parking ou sur une plage, faire un feu de camp, nous tous, il y a 30 ans, surfeurs, on le faisait, on l'a tous fait. Aujourd'hui, il faut pouvoir évoluer et dire non, c'est plus possible. D'une part, c'est effectivement un des problèmes du surf. La pratique devient de plus en plus commerciale en quelque sorte, et de plus en plus urbaine. C'est plus les habitants d'un quartier qui vont faire du surf, c'est aujourd'hui de plus en plus des urbains qui se déplacent en masse pour aller pratiquer du surf. Ils viennent de Brest, ils viennent de Lorient, et du coup effectivement ils se déplacent beaucoup en véhicule. Ce qui fait qu'on pourrait presque dire que s'il y avait un classement des sports les plus noirs, je pense que le surf il serait pas très loin d'être bien classé là-dedans. Puisqu'effectivement il y a un impact en termes de pollution liée à l'usage du véhicule. Un véhicule pour une personne, faire comme ça des distances importantes, quoi. Donc on identifie au moins un impact direct, la wax. Par ailleurs, nous qui sommes attentifs à la faune, on se demandait si notre sport pouvait déranger les animaux présents autour de nous. D'après Didier Cadiou, ce dérangement reste vraiment infime. À ce qui me semble, oui, pour notre cas. C'est pas forcément le cas partout. Si c'est par rapport aux mammifères marins, j'entends parler de temps en temps de phoques qui se retrouvent parmi les dauphins, parmi les surfeurs, ou de dauphins, mais j'ai pas l'impression qu'il y a un impact important. Le problème pourrait se poser, alors c'est pas franchement le cas ici, le problème pourrait se poser plutôt pour les oiseaux. Je pense au kitesurf par exemple. Les oiseaux, ils n'aiment pas trop être survolés par une aile volante. Donc, Mais il peut y avoir des baies, effectivement, en Bretagne, où il y a des fortes concentrations d'oiseaux qui peuvent être dérangés par les pratiques de surf, quoi. Alors moi, je surfe Sex Wax. Il y a marqué que c'est comestible. Est-ce que pour autant le poisson, il n'explose pas quand il la mange? Je sais pas trop. Donc au départ, je travaillais avec une miellerie toute proche de l'atelier. Pour des niveaux de volume, du coup, j'ai agrandi. Donc je suis passé avec une coopérative d'apiculteurs qui est située dans le centre du Finistère. Je travaillais que avec des cires qui viennent du Finistère et de Bretagne. Ensuite, il y avait l'huile de coco. Alors elle vient malheureusement des Philippines. On n'est pas producteur de coco. Donc moi, je la voulais bio, équitable. Donc j'achète dans des magasins bio. C'est un produit alimentaire. Donc on est quelque chose sur de l'existant, donc j'ai pas fait venir un produit qui d'ailleurs, et là il fait partie du cycle normal. Et en plus il est dans des contenants en verre. Ce qui est important pour moi, pourquoi? Parce que mon troisième ingrédient qui est la sève de pin, que je fais moi-même, je me suis renseigné sur le gémage, donc le gémage c'est la technique pour prélever la sève dans le bois. Et avec cette technique-là, du coup j'arrive à produire aujourd'hui ma sève. Et cette sève, je la conditionne justement au quotidien dans ces pots en verre de coco que je consomme. Au niveau de l'usage du pratiquant, lui, sa wax sur sa planche, il va pouvoir la réutiliser. Il va l'enlever quand la saison ne sera plus la bonne, ou si tu pars au soleil en plein hiver, tu gardes ta boule de wax, tu la refonds tout simplement à bain-marie, et tu as un nouveau pain de wax le lendemain qui est tout frais, tout prêt.
Lorsqu'un surfeur va à l'eau, il impacte son environnement par l'utilisation de la wax, qui génère une pollution diffuse. Cet impact reste très difficile à étudier. Mais une wax biosourcée et surtout biodégradable peut réduire notre impact direct sur le milieu proche de zéro. Si comme toute activité humaine, le surf est à l'origine de certaines pressions sur l'environnement, ces dernières sont principalement de nature indirecte et souvent liées à notre consommation et notre manière de consommer. Donc, moi, en tant que surfeur, j'ai peut-être, si on peut dire, trois outils. Je vais avoir ma combinaison, ma planche avec tous les accessoires qui vont avec et bien sûr ma voiture. Donc ma combinaison, j'ai la chance d'être soutenu par une marque française, Sorouse, donc basée à La Rochelle, qui s'investit dans des combinaisons les plus écologiques possibles. Donc il y a une démarche de recyclage et une démarche de recherche sur les matériaux utilisés pour réduire un maximum l'utilisation du pétrole. Sur les planches, je suis un surfeur un peu normal, on va dire. J'ai un partenariat avec Pollen au Portugal qui fait des planches très classiques, donc bien sûr en utilisant des pains de mousse non éco-responsables, donc j'en suis pleinement conscient. Et ma voiture, comme tout le monde, j'ai un break diesel et j'émets du CO2 à chaque fois que je me plante sur ma lecture de la carte Wingo. On identifie donc deux impacts indirects majeurs du surfeur sur l'environnement. Il y a le matériel d'un côté et les transports de l'autre. Même s'ils ne dégradent pas directement, tous ces éléments ils constituent une source importante d'émissions de CO2 dont les conséquences sont aujourd'hui connues de chacun. C'est avant tout ce constat qui nous a poussé à partir à la recherche des alternatives et des évolutions existantes pour le matériel du surfeur. Je m'appelle Ewan Le Goff, je suis brestois d'origine et je fais des trips qu'on appelle Lost in the Swell depuis 10 ans avec deux potes qui sont Ronan et Aurélien. Et en gros l'idée c'est de partir à la recherche de vagues surfées tout en apportant des aspects environnementaux et humains à travers nos moyens de transport et les rencontres qu'on fait lors de nos voyages. L'éco-conception, on l'a abordé via notre shaper qui s'appelle Notox, qui est basé à Anglette. Ça fait 7-8 ans qu'ils nous suivent. Et donc eux, l'idée vraiment de la boîte, c'est de réduire l'impact de la fabrication des planches et des planches en elles-mêmes sur l'environnement. Donc ils ont créé tout un atelier de shape qui a des filtres, donc qui évite de rejeter tous les vapeurs de résine, etc. dans l'atmosphère. Il y a également des filtres pour le shaper, donc qui prennent soin de l'humain. Et après les planches, donc l'idée c'est de remplacer les matières issues du pétrole par des matières naturelles. Donc la fibre de verre, ils l'ont remplacée par la fibre de lin. Ils ont testé aussi du bambou, du liège. Et après l'âme de la planche, donc le milieu, en gros c'est du polystyrène. Et donc là, pour l'instant c'est difficile de remplacer, de trouver d'autres matières plus naturelles, mais eux, celui qu'ils utilisent c'est du recyclé. Il y a de plus en plus de produits éco-conçus, donc après ça va être surtout ce qui va être compliqué au début, je pense que c'est le coût. Alors je connais pas tout encore les produits, mais il y a quand même déjà un coût au début, je pense que pour passer à une construction standard, à une éco-construction, je pense que mais c'est tout à fait possible, hein, ceux qui travaillent par rapport à l'époxy, déjà il y a pas mal de résines biosourcées, ce qu'ils appellent, les pains aussi recyclés, donc ils arrivent à récupérer tous les chutes des shapers pour reconstituer des pains, donc ça je pense que c'est intéressant, avec finalement recycler les chutes, ça pourrait déjà permettre de moins produire, et ouais, je pense que à l'heure actuelle ça va être beaucoup plus facile pour un shaper de se fournir en matériel comme ça. Je m'appelle Johan, mon surnom Papayo, donc je fais du surf dans le Nord Finistère depuis les années 90. Donc j'ai commencé par le bodyboard et puis après, un peu comme tout le monde ici, et après du surf vers les années 2000. Et l'année dernière, j'avais essayé des planches je sais pas si vous avez entendu parler, des planches en aluminium. Alors c'est un gars qui a monté ça, donc Utopic, une marque. Il est parti du principe où c'est vrai qu'un surf ça se recycle pas.
ou très très peu quoi, pour faire des petites bricoles dessus. Mais donc c'est un surf en aluminium, en sandwich aluminium et juste avec des lattes sur les côtés en bois, donc qui se recycle à 100%. Alors du coup je m'appelle Thomas Croiset, j'ai 29 ans, je travaille à Sea Ride depuis maintenant 2 ans. J'ai fait l'ouverture, un peu plus de 2 ans. On a fait l'ouverture avec Jérôme Rayet, le directeur. Voilà, on est un grand surf shop avec beaucoup de produits. Non, toutes les marques essayent de s'axer là-dessus maintenant. On essaie toutes, que ça soit du gros à la plus petite, de la grosse marque à la plus petite, toutes les marques essayent de s'axer là-dessus, à leur échelle. Mais il y a du développement, il y a de la recherche pour ça. Les marques essayent d'y travailler à fond. C'est sûr que c'est pas évident, parce qu'il y a le business quand même derrière. Et puis c'est surtout la com. Et les marques ne s'axent pas forcément sur la com éco, mais elles y travaillent, toutes. C'est dans l'air du temps. Dans quelle mesure le consommateur a un poids pour faire avancer les choses? Est-ce que ça se ressent ici au niveau du magasin, même par rapport à vous, le consommateur il a un poids Oui, carrément. Je pense que c'est un peu ancré dans... Alors c'est pas que c'est ancré, mais ça va devenir, je pense. Et au fil du temps, je pense que les gens aussi vont continuer à penser écolo, entre guillemets. Mais ça se ressent à travers le magasin. Il y a beaucoup de marques qui sont essentiellement éco. Et les gens veulent de l'éco. Les gens en veulent. C'est le mode, la mentalité, je pense, des personnes ont aussi également changé. On est en plein dans tout ce qui est environnement, écologie actuellement. Ça fait partie maintenant des gens. C'est au consommateur, donc petit à petit, comme disait Fred, des petits pas, c'est ça qui fera changer les industriels. Alors actuellement, c'est vrai que les planches éco-conçues sont un petit peu plus chères. Mais on peut imaginer que si tout le monde commence à s'y mettre, que les coûts vont se réduire, tout simplement parce qu'on fait des économies d'échelle et que les industriels vont peut-être s'y intéresser et faire des grands volumes et aller vers plus de végétal. Alors attention, le végétal, ça peut aussi avoir un impact également sur l'environnement, mais qui va être différent. Donc tout se calcule évidemment en amont jusqu'en aval. Et en tout cas, il y a des améliorations. Et je le répète, ça reste des planches qui sont performantes. C'est parfois un petit peu plus lourd, c'est parfois un petit peu plus cher. Mais je crois que très peu de surfeurs sont vraiment capables de faire la différence. En allant interviewer Erwan à Guidel, on a eu l'occasion de rencontrer Marion, réparatrice, confectrice en néoprène et créatrice de sa marque Blue Lines. L'occasion pour nous de se pencher sur le sujet des combis. C'est important à tes yeux cet aspect recyclage parce que c'est quand même une matière qui est très polluante. À la déchetterie, il n'y a aucune manière de le recycler. Donc c'est enfoui ou incinéré. Et c'est une bonne saleté pour l'environnement. Donc si on peut en faire quelque chose plutôt que de tout mettre à la poubelle, c'est pas mal. Évidemment. J'ai la chance d'être soutenu par Sorouz, une marque de surf de La Rochelle, qui fait des combinaisons aussi performantes et éco-responsables que possible. Sorouz essaye de diminuer un maximum le pétrole utilisé dans la combinaison, mais aussi de recycler les combinaisons autant que possible afin de limiter le nombre de déchets produits par l'industrie de néoprène. En mars prochain, Sorouz lance sa première combinaison biosourcée de performance à base de poudre d'huître, de caoutchouc, de canne à sucre et d'huile naturelle. J'espère que la conscience écologique des surfeurs va faire que ce type de procédé va avoir du succès afin que non seulement Sorouz puisse performer, mais aussi que toutes les marques s'engagent dans cette même lignée de ne plus utiliser de pétrole, du moins le moins possible. Il y a aussi l'aspect déchet à prendre en compte, car quelle que soit la combinaison, elle sera un déchet un jour ou l'autre à traiter. Donc il faut se poser la question de qu'en faire après la saison. Sorouz propose du recyclage avec des points de collecte régulièrement dispatchés en France. On en a un à Brest, à Sois-l'Addiction. Le bac de collecte permet une seconde vie à la combinaison. Toutes les combinaisons déposées de marque quelconque sont broyées pour faire du rembourrage par exemple pour coussins
pour travailler avec des marques comme 727 Ceilbag, ou aussi dans le but de faire du parterre pour terrain de jeu ou de l'isolation pour maison. Ah oui, c'est cool de recycler. C'est vrai que ça diminue l'empreinte carbone des produits. Et tant qu'on est sur l'empreinte carbone, quels moyens est-ce qu'on a pour minimiser celle de notre matos ? Le zip déjà, du zip à grosse maille, c'est l'idéal parce que tout ce qui est tout fin. Et regardez à l'arrière du curseur, il y a la marque du zip. Il vaut mieux prendre du YKK. La plupart des marques elles travaillent avec eux, mais ouais, au moins c'est du costaud quoi. Il y a ça, il y a, on en parlait tout à l'heure, les galonnages fondus à l'extérieur, en général ça s'en va. Donc c'est pas terrible en termes de qualité, même si ça fait une bonne soudure d'étanchéité au départ. Après l'évolution dans le temps, elle est en général pas extraordinaire. Donc des fois une bonne vieille couture c'est aussi bien. Voilà. Après, plus on prend des combis souples avec des néoprènes techniques, plus c'est fragile fatalement. Déjà la rincer, la mettre à sécher, ne pas la laisser sur des cintres fins parce que ça expose les épaules, c'est vraiment assez vite en plus. Ça n'aime pas les UV, donc ne pas les sécher au soleil, il y a des choses comme ça aussi. Le stockage en général, il faut faire gaffe. Ouais, il y a d'autres trucs, je vois les vêtements étanches par exemple avec des poignets latex pour la plongée, c'est pareil, si tu les ranges avec les poignets compressés, ils font le latex, donc voilà, après il faut changer quoi. C'est quand même du matos fragile en fait. Ouais, c'est du matos qui est super fragile. Le néoprène c'est fragile. Voilà, si vous les rangez, il ne faut pas poser des trucs lourds dessus. Si je laisse ma paire de ciseaux là comme ça, ici là, j'aurai une marque, ça sera comprimé et ça reste comprimé, c'est une matière à mémoire de forme. Donc si vous la rangez pliée, il va s'affiner à l'endroit du pli. Et vous allez avoir une perte au niveau thermique, quoi. Et le pli va rester. Donc ouais, si vous voulez plier les combis, l'idéal, ça épargne le zip et ça évite d'avoir des trop gros plis, c'est de remonter les jambes. Après, hop, on vient en serrer les bras autour et après vous pouvez la rabattre en deux. Voilà. Là, elle est bien pliée. Mais l'idéal, c'est de ne pas les laisser plier pendant des longues périodes. Durabilité d'une planche. Bon, je pense que quelqu'un qui va très régulièrement, alors il va utiliser une planche très légère, donc avec des matériaux assez fragiles, donc ça va être 6 mois, non quoi. Et puis une personne lambda, je pense qu'il peut utiliser à peu près 5 ans une planche. Après c'est comme tout, faut bien l'entretenir, faire ses petites réparations, c'est comme une voiture, si on veut aller assez loin avec sa planche fétiche, il faut s'en occuper. Acheter du matériel d'occasion, c'est ce qu'il y a de moins polluant parce que la planche elle a déjà eu une vie. Quand on l'achète, ça divise par 2 son impact environnemental, et si on la revend derrière, on divise par 3. Du coup l'occasion c'est aussi un des moyens les plus écologiques finalement de s'équiper. D'où l'importance des pages internet comme le Viking Bretagne. C'est ça, oui, le partage, les pages internet, les sites internet de vente d'occasion. Et puis les copains aussi, le don, on peut refiler les vieilles planches, on n'a pas forcément dit d'être tout le temps dans un modèle économique. Non, c'est vrai que moi je vais à l'école il y a 7 ans. Honnêtement, on pensait pas, quand tu montes une école de surf, c'est une entreprise, donc voilà, t'as des salariés, t'as des machins, donc tu penses pas forcément en premier au côté écolo. T'essaies déjà de faire vivre ton entreprise, de pouvoir payer tes gars, que tout se passe bien. Mais une fois que par contre que l'entreprise elle est en route, que tout fonctionne, c'est là où du coup tu peux te permettre de réfléchir à ces choses-là, quitte à perdre un peu d'argent, parce que une entreprise est là pour faire de l'argent, maintenant ça ne nous empêche pas de faire aussi des choses à perte, ou alors de payer plus cher certaines choses pour cet impact-là, quoi. Par contre, toutes nos combis, donc soit on les revend à des clients en fait, pour qu'ils puissent utiliser après. Et tout ce qui nous reste sur les bras, donc soit on les envoie sur des assos comme les assos au Maroc pour qu'ils puissent réutiliser, donc on les donne gratuitement là-bas. Ou alors on les donne à des marques, donc il y a une marque qui s'appelle Tolum, je crois, je ne me rappelle plus, qui du coup les recycle pour faire des bracelets, des vêtements, pour intégrer en fait sur des fringues, des patchs en néoprène, tout ça. Donc on essaie quand même de faire quelque chose. En tout cas, on en jette très 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 peu. Ouais, nous c'est un peu le fil rouge de Lost in the Swell, donc ça fait 10 ans qu'on essaie de réfléchir à des solutions pour limiter notre impact
à travers notre passion qui est le surf. Donc ça commence par la construction des planches, en général les matériaux qu'on utilise pour le surf, donc combinaison planches. Et ensuite l'impact principal, il me semble que c'est quand même le transport, que ce soit au niveau de prendre une voiture pour les surfer ou encore pire un avion. Ensuite on n'est pas parfait, hein, les 3/4 de nos voyages on y va en avion. Donc là, notre bilan carbone, il est fusillé, et donc autant dire que notre moyen de transport, il fait pas trop la différence. Mais c'est toujours pareil, c'est essayer d'aller dans le bon sens, essayer de trouver des solutions, et personne ne peut être parfait, mais au moins, on essaye de minimiser notre impact sur ce qu'on peut. Ça reste des moyens de transport qui sont accessibles à chacun. Après, c'est bien d'avoir un bateau qu'on conçut, c'était pour l'aventure, etc., mais avoir un bateau tout court, un voilier, c'est aussi bien. Et les vélos. Le vélo aussi, c'est accessible à tout le monde, pas forcément besoin d'avoir un vélo en bambou, hein. Donc je pense que chacun, oui, peut partir à l'aventure de chez lui, en vélo, en bateau, sans souci. Ouais. Il y a une manière qui est assez évidente de réduire quand même l'impact qu'on a au niveau gasoil. C'est déjà d'aller surfer à plusieurs plutôt que de se retrouver sur le spot. C'est ce que font quand même déjà pas mal surfeurs. On voit que... je me suis en plus posé la question il y a une semaine sur le fait, on râle souvent à dire les jeunes ils sont relous, ils arrivent à 5 sur un pic. C'est une phrase qui fait un peu le vieux grincheux et qui est un peu connue. Et au final, je me disais, mais peut-être que c'est eux qui ont raison, parce que souvent ils arrivent à 3 par voiture, et c'est beaucoup mieux qu'un par un à la queue leu comme des Indiens à brûler du carburant sans se poser de questions. Les parents peuvent pas emmener toutes les 5 minutes sur la plage. Et là, il y a vraiment un travail à faire de ce côté-là. Et il y a, tu vois, en Morbihan, ils y réfléchissent à ça, à la question de l'itinérance et de la mobilité du tourisme, de la question des sports de littoral et de leur accessibilité. Parce que justement, vaut mieux une seule bagnole que 8 bagnoles sur le parking. Et puis le faire en groupe, entre amis, et c'est plus sympa de partir dans un fourgon. Je pense que ça va dans un certain sens. Et en tout cas, beaucoup d'écoles, bizarrement, s'orientent là-dessus de plus en plus, sur le surf itinérant, ou en tout cas un surf adapté aux conditions. Et ça va dans le bon sens, mais faut du temps. Après, on parlait tout à l'heure de la surpopulation des spots. On est quand même vachement loin d'avoir un réseau Blablacar où on annonce qu'on va surfer sur notre vague fétiche le lendemain et qu'on est prêt à prendre 3 covoitureurs inconnus de la région bersoise. Mais faut aussi penser que le surf, c'est depuis tous les temps, depuis la nuit des temps, le surf, c'est un esprit de liberté, et que tu auras du mal à contraindre, entre guillemets, 100% des gens. Voilà, ça, je le vois pas dans 20 ans. Ça mettra peut-être un peu plus de temps encore. Mais puis, c'est peut-être pas à souhaiter. Je pense qu'il y aura toujours des rebelles, et ça fait partie du surf, et il le faut peut-être aussi, quoi. Enfin... côté local, hein. Côté local, c'est sûr que si on a la chance d'habiter près des spots et la chance de ne pas prendre sa voiture ou faire peu de kilomètres pour aller surfer, c'est sûr que c'est le top. Ensuite, le propre du surfeur, c'est de vouloir voyager. Donc après, il faut réfléchir à comment. Et je pense que tout est dans la modération, on ne peut pas être parfait. Et que dès qu'on va partir dans des extrêmes, on va se planter. Tu vois, la personne qui va dire, moi je prends pas l'avion, je reste à surfer à côté de chez moi, ok, c'est bien, parce qu'il a le choix, il a la possibilité de le faire. Et c'est pas le cas pour tout le monde. Après, il y a des façons de faire. Prendre l'avion, c'est mal, mais c'est moins mal de prendre l'avion, de rester 3 mois à un endroit que de prendre l'avion pour y rester une semaine. Le but, c'est pas de se retrouver à 40 sur un spot non plus. Donc toujours être dans la modération. Donc si chacun le fait à son échelle, avec ses potes, pourquoi pas, quoi, pour remplir une voiture plutôt que d'aller chacun de son côté. Éviter le comme l'industrialisation de masse, le social de masse, la petite échelle. Et après, du fait qu'on soit obligé de faire des bornes
pour aller surfer tel ou tel spot. Et moi, je me considère pas local d'un spot, mais je considère que je peux me sentir comme chez moi n'importe où. Parce que déjà, la mer appartient à tout le monde. Mais c'est vrai que on a un peu le cul entre deux chaises sur on aime bien surfer avec le moins de monde possible. Et en même temps, il serait sûrement plus intelligent, plutôt que tous se retrouver au même endroit, d'y aller ensemble, quoi. Mais au final, moi personnellement, je trouve que c'est un peu prétentieux de dire qu'il y a trop de monde dans l'eau, parce qu'au final, nous-mêmes, on va dans l'eau. Donc on fait partie de tout ce monde-là, on fait partie de la foule, d'un peu de l'euphorie qu'il y a autour de ce sport. Et donc on est tous un peu responsables, et à la limite, c'est assez chouette de voir que on partage tous une même passion, et qui nous relie tous au final à la nature, à quelque chose d'assez pur. Et là, on a quand même réussi à réduire un petit peu ce côté-là. Ça sera jamais un impact nul ou négatif, hein. C'est un loisir, mais comme la plupart des loisirs et des activités humaines, quoi. Donc c'est ça, faut trouver le moyen de le réduire, être plus intelligent dans notre consommation de loisirs. Après, le seul truc, c'est qu'avant, on n'avait pas du tout conscience que les boards, ça pouvait être néfaste pour la nature, alors que maintenant, on le sait, quoi. Mais sinon, dans l'âme, le surfeur n'a pas forcément été... Enfin voilà, quoi, il n'est pas forcément contre l'environnement volontairement, mais par contre, involontairement, donc pour poursuivre sa passion, il l'est, parce que, voilà, prendre l'avion pour aller en trip, c'est pas top. Prendre 10 fois l'avion pour aller en trip, c'est pas dingue. Prendre un bateau au Mentawai, un vieux bateau, un ancien bateau indonésien reboosté avec un moteur tuning et genre les gars ont rajouté un peu de kérosène d'avion dedans pour que le truc avance à 10 nœuds au lieu de 8. Du coup je pense que c'est pas dingue non plus, tu vois. Nous on en parle avec les copains là, du coup Yann, Gas, voilà quoi, les mecs avec qui on surfe tout le temps, et on est là, en fait la prochaine évolution du trip, c'est de faire un trip à la maison, quoi. C'est tu prends ton bike et tu vas genre un peu dans la baie d'Audierne, et tu trouves un pic et tu cruises là, et tu plantes ta tente et tu surfes là pendant 2 jours. C'est ça. En fait, déjà, quand il y a les copains, le trip est déjà réussi, quoi. Après, la Bretagne est quand même une région beaucoup plus nature que par exemple les Landes. Là, je pense que déjà, à ce niveau-là, déjà qu'on soit un peu plus isolé entre guillemets du reste du monde, enfin de la France, ça nous permet d'être un peu plus proche des gens. Donc, du coup, proche des petits shapers, des choses comme ça, quoi. Les marques plus petites, mais plus cher c'est sûr que le chinois, hein, qui est en série des millions de planches, des centaines de milliers, c'est sûr. Mais bon, après, il faut savoir des fois mettre son porte-monnaie, faire un peu d'économie pour aller chercher quelque chose d'un peu mieux, quoi, écologiquement. Ça va pas s'adresser forcément aux débutants du coup, par contre, parce que c'est vrai qu'il faut quand même connaître un peu ce qu'on veut comme matériel. Ouais. Et c'est là où le chinois est encore plus l'occasion pour le débutant, achat pas cher. Et ensuite, en ayant fait des économies, en achetant du matériel moins cher, on peut effectivement aller mettre un peu plus cher dans le matériel fait localement, parce qu'en plus il y a l'aspect environnemental, mais il y a l'aspect social, ça crée un boulot sur le coin, ça peut être quelqu'un qui devient un ami aussi. C'est pas la même expérience d'acheter une planche dans un supermarché du sport et à quelqu'un qui est sympa, avec qui on prend le temps de discuter, quoi. Ouais. Là, ça peut être l'avantage de la Bretagne par rapport au sud-ouest, c'est qu'on est plus loin du marketing et des projecteurs du surf. Du coup, quand on va surfer en hiver, qu'il pleut, qu'il fait froid et qu'on est avec 3-4 copains, c'est pas forcément l'envie d'être le plus beau qui motive. Donc je pense que sur ce point-là, ce côté un peu rugueux du surf breton permet d'avoir un attachement au plaisir qu'on prend dans l'eau, plus qu'à tout ce qu'il y a autour. Une des solutions est de repasser par les circuits courts, ce qui au niveau environnemental est bien, au niveau social est top. Ça permet de rencontrer des gens qui habitent pas très loin de chez nous et qui sont dans la même mouvance, qui ont ce genre d'idéaux aussi, et du coup éviter de faire 3 fois le tour de la planète à des matériaux ou à notre alimentation.
c'est un manque de lien, mais en tout cas c'est une tendance actuelle, les gens veulent savoir qu'est-ce qu'on consomme, donc on demande une traçabilité sur l'alimentaire qui est hyper importante depuis longtemps. Moi je trouve qu'elle devrait être sur tous les produits. Si vous avez la possibilité d'aller voir l'artisan, l'agriculteur, l'apiculteur, alors allez-y, poussez la porte, allez voir, ils sont contents de vous montrer leur passion, c'est ce qui les anime, on fait tous des métiers de passion aujourd'hui, on a envie de développer sur ce genre de projet notre passion, notre quotidien. Ouais, alors on a des marques locales, alors plus sur le surf, sur les combis, ben pas encore, après c'est malheureusement je dirais, c'est souvent les grosses industries qui font le poids et où nous, après on a aussi une entreprise, donc on ne peut pas non plus se permettre de... par contre, au niveau des marques de surf aussi, il y a des marques qui sont locales, il y a Zeus notamment du côté de Perros-du-Grec, avec qui nous on travaille, donc on favorise un peu le marché local. Maintenant le marché local il est assez faible aussi. Il y a un coup à jouer, quoi. Pour l'instant, il est assez faible. Mais il est faible, mais il y a un coup à jouer. Mais le problème, c'est que quand tu veux développer des combinaisons, c'est compliqué aussi pour des marques locales de pouvoir se faire un petit chemin dans l'industrie où on voit les géants. C'est comme dans tous les domaines. Hein, on voit les géants qui, voilà, quand tu fabriques 100 combis ou quand on fabrique 15 000, c'est pas la même, quoi. Et c'est pour ça aussi que du coup, avec différentes écoles de surf, nous on a commencé à travailler sur la mutualisation d'achat, donc c'est un truc tout bête, hein, mais en fait, au lieu de faire venir un conteneur, mettons du sud-ouest qui arrive chez moi, un autre conteneur qui arrive chez le collègue, un autre conteneur, en fait on regroupe nos commandes pour que tout arrive en même temps, et au final, au lieu que tu aies 5 conteneurs qui arrivent en Bretagne, il n'y en a plus qu'un. Bon, déjà sur le point écolo, au niveau bilan carbone, hein, ça c'est pas photo. Et en plus de ça, ça nous permet aussi nous d'échanger entre écoles de surf, de pouvoir rencontrer les autres écoles, les autres élèves. Et puis et du coup, c'est vrai que quand tu es tout seul avec tes élèves, voilà, on essaye de sensibiliser, de faire des choses, mais que quand on se rend compte qu'on a entre 4-5 potes qui ont des écoles de surf, voilà, tout le monde se partage des idées. Et c'est là où du coup, il y a les idées qui débarquent pour l'un, pour l'autre, et puis ça nous permet de monter pas mal de choses mutuellement ensemble. C'est important d'avoir un maillage social fort et resserré pour avoir une bonne cohérence écologique au niveau du territoire et pas que écologique. Ouais, pas que écologique, sur tous les points en fait. Plus on est fort aussi. Puis c'est l'échange d'idées, c'est voilà, l'échange de connaissances, de partage. Ouais. J'ai plein d'images en tête qui me prouvent ça. C'est pas un vieux discours de grincheux, de râleur. C'est une réalité. Voilà, la société de consommation, elle a réellement gagné le monde du surf. Je vais pas m'en plaindre parce que c'est aussi ce qui fait marcher mon activité. Mais il faut en être conscient et si on peut apporter chacun de nous, les acteurs du surf, si on peut sensibiliser, amener une petite pierre à l'édifice pour calmer le jeu, c'est bien. Ouais, alors, c'est surtout ça. Moi, le fait d'avoir des enfants, maintenant, au niveau, les plus jeunes, au niveau scolaire, ils sont hyper sensibilisés. Donc, un déchet, quand on va se balader, il y a un déchet là. Donc, c'est vrai que on fait attention à eux, quoi. Je pense que nous, on vivra des changements, mais oui, je pense qu'ils vont vivre des changements un peu plus radicaux que nous. Donc à notre échelle, je trouve ça vraiment impressionnant le constat de l'érosion et du coup de l'augmentation du niveau de la mer sur les spots. Ouais. Ce qui n'est pas nécessairement imputable aux surfeurs, hein, c'est un constat large. Oui, oui, c'est pas dû aux surfeurs. Hein. De toute façon, on est dans une phase générale où la Terre se réchauffe. Après, en plus, avec le réchauffement climatique qui est accéléré par tout ce qu'on sait, c'est sûr que ça fait que, à notre échelle, en 20 ans, on voit vraiment que c'est impressionnant, quoi. C'est impressionnant de voir à quel point ça va vite. Et donc là, pour le coup, si on se projette dans 2-3 générations, on peut se demander comment ça va finir, parce que, par exemple, quand on était dans les îles Salomon ou durant différents voyages, on espérait aller sur telle ou telle île, et au final, qui n'existait plus. Et donc c'était des cartes qui avaient une dizaine d'années, et donc en 10 ans, des îles ont clairement disparu, donc les réfugiés climatiques, ça va vite arriver je pense, et c'est vraiment une notion qu'il va falloir prendre en compte.
Chez nous, c'est la montée des eaux, les tempêtes qui sont de plus en plus fortes, de plus en plus fréquentes, puisque en fait, l'eau qui rec, on voit dans les études, dans 20 ans, l'eau qui rec, il y a une bonne partie qui est sous l'eau, et donc du coup... Bordel, tu fais gaffe à pas déglinguer la dune. N'empêche que là, il y a une tempête, genre mardi dernier, 108 de coef, 8 mètres de houle. Le bordel, la dune, elle est défoncée. Je pense que tu mets une armée de tractopelles, mais genre, ça fait 1/10 de l'effet que a eu la tempête sur le bordel, quoi. La dune, mon gars, on dirait une falaise, elle est verticale comme ça, tout est parti. C'est par tonnes qu'on ramasse ici, par an, c'est entre 5 et 11 tonnes. Tous les ans, mais bon, sur 60 km, et nous on reçoit les déchets de tout l'Atlantique Nord. Quand on regarde, c'est pas quand vous regardez les déchets qu'on récupère sur les plages, c'est pas les déchets qu'amène la terre, c'est pas les déchets c'est pas le pique-nique, c'est pas la rivière qui l'amène chez nous. Nous on reçoit des déchets venant de la mer. D'ailleurs, le parc marin a mené une étude là-dessus, c'est au moins 80% viennent de la mer, alors qu'en France ailleurs c'est au moins 80% viennent de la terre. Donner des leçons, c'est pas quelque chose de positif. Donner des clés, c'est intéressant. L'idée aussi, c'est peut-être d'être avant-gardiste. Parce que de toute façon, on sait que tout le monde va faire face au même problème. Alors en fait, une balade, un déchet, ça ressort en fait d'une conscience un peu écolo, entre guillemets, qui me traînait depuis très jeune en fait, parce que je suis arrivé au bodyboard par l'amour de la nature quelque part. Et on parlait des transports. En surf en Bretagne, on va souvent voir la mer et on se prend régulièrement des coups parce que le vent est pas bon, la marée est pas comme il faut, le banc de sable a bougé. Et il y avait pas mal de trajets que je trouvais un petit peu, qui me faisaient un peu mal à ma conscience en me disant là j'ai été voir la mer, j'ai même pas réussi à surfer, faut que je fasse quelque chose de ce trajet-là, en plus juste de la simple promenade. Du coup j'ai commencé à ramasser quelques déchets et puis on passait devant, ça me faisait de la peine. Donc on ramassait les déchets, on les mettait à la poubelle, et l'idée c'était un peu aussi d'avoir une action qui peut être acceptée par tous, y compris par des gens qui n'ont pas de conscience écologique, et du coup toucher un maximum de monde. Parce que par mon métier, j'ai à convaincre les gens sur l'environnement, et je me rends compte que quand on est convaincre des convaincus, c'est facile, c'est sympa, mais ça ne fait pas beaucoup avancer le chemin public. Par contre, la masse de gens non convaincus, elle est énorme, et c'est là qu'il y a une marge de progression, et le moins de petits gestes qu'on va faire la masse, on parlait de plus en plus de surfeurs, s'il y a plein de gens qui font un petit geste, finalement ça va avoir un impact beaucoup plus positif que quelqu'un qui va être hyper investi. Et du coup l'idée c'était de faire quelque chose de pas trop politique, pas trop impliquant, assez facile et un peu fun quoi. Et du coup l'idée était venue comme ça avec l'outil réseau social qui était hyper facile d'accès, gratuit, tout le monde peut se l'approprier, donc c'était un petit peu ça l'idée. Parce que mine de rien, par contre, les gens qui vont à la mer vont apprendre à aimer la mer et on protège que ce qu'on aime, quoi. Et par un moyen ou un autre, il faut sensibiliser plus particulièrement les plus jeunes, mais il faut y penser, faut avertir, chaque session, un déchet. Voilà, ça me paraît être la base. C'est pas grand-chose, mais si tu montres l'exemple, indirectement, tu vas créer de nouveaux comportements. Pour moi, si on ne sensibilise pas à l'environnement par un moyen ou un autre, par des petites choses comme par vraiment des choses plus construites, si on ne le fait pas, moi je pense qu'on passe complètement à côté du sujet. Parce que je remarque un peu l'évolution du truc là plus, parce que moi j'ai une école et tout machin, déjà je remarque que plus déjà le travail est fait en amont à l'école et tout, les gamins ils ont des cours un peu là-dessus, genre ils s'y connaissent carrément mieux que moi, et maintenant je remarque que les surfeurs aussi, au lieu de faire un grand ramassage de plage tous les 36 du mois, et du coup à chaque session ils ramènent un peu des trucs, mais c'est pas que les surfeurs. L'autre jour là j'ai une photo là dans mon portable où les kids ils sont avec tous avec leur... Ils ont du mal à porter leur planche, tellement ils ont ramassé des trucs sur la plage, tu sais, il y avait... on va aller surfer après une tempête et du coup... il y avait plein de merde et du coup ils ont tous des bouts de plastique plein, des bouts de filet, des trucs dans les mains, c'est assez énorme. Donc ça je trouve ça cool que ce soit fait, mais c'est vrai que moi après au-delà de ça tu vois c'était d'être surfeur écolo, c'était pas un truc cool dans ma génération, tu vois ce que je veux dire? Quand t'étais dans ma génération tu vois il fallait être un punk.
Avec mon école de surf, on organise une fois par an le nettoyage des plages en collaboration avec la mairie de Plougarneau. Voilà, pour sensibiliser les gens. Donc les gens viennent de la commune partout, mais du coup je demande aussi aux gens de l'école de surf qui sont en cours avec moi de venir. Et c'est bien que Fred soit là parce que du coup chaque fois qu'on va dans l'eau, enfin quand on sort de cours, quand on voit on voit un déchet, je fais hop, on monte tout ça avec un petit déchet et on met dans le bac à marée qui est à la sortie de la plage. Au final, la sensibilisation, c'est un outil essentiel pour pérenniser la démarche écologique. Ben oui, après tout, on protège que ce qu'on aime. Nous, on aime déjà les vagues, alors on s'est demandé s'il existait un moyen de les protéger. Et alors, on a entendu parler d'Erwan Simon, qui est reporter et écrivain, et qui a pour idée de créer des réserves de vagues. Et j'ai découvert pas mal de spots. Et à force de voyager, d'écrire des articles, de documenter des nouveaux spots de surf, je me suis rendu compte que chaque vague avait une identité, un ADN. Tout d'abord parce que la façon de déferler d'une vague va être différente, parce que la couleur de l'eau va être différente, parce que l'environnement est différent. Lorsqu'on est dans le désert du Sahara, dans la jungle au Gabon ou en Papouasie, lorsqu'on est sur un récif corallien au large des Comores par exemple, tout ça c'est complètement différent. Il peut y avoir la culture des gens aussi qui vivent autour, s'il y a un village, s'il y a des pêcheurs, s'il y a des plongeurs, les animaux, la faune, la flore, des dauphins, des baleines, des requins, des lamantins, voilà, des raies, etc. Tout ça en fait, chaque vague est vraiment différente et chaque vague est reconnaissable, elle a vraiment une identité. Et en discutant avec un écologiste espagnol, il m'a introduit la notion d'hydrodiversité. Et j'ai trouvé ça très très intéressant. Et je me suis dit, mais en fait ça correspond un petit peu à l'idée que j'essaye de développer parfois dans mes articles, c'est qu'il y a vraiment une diversité des vagues. Chaque vague a une identité, et il y a une variété, une diversité dans les vagues. Et si la biodiversité, c'est la diversité des êtres vivants, l'hydrodiversité, c'est la diversité des vagues. Et les vagues, elles ont un rôle très très important au-delà des surfeurs. Les vagues sont importantes, tout le monde sait que les vagues viennent oxygéner l'océan. Les pêcheurs savent que lorsque la mer monte, les vagues viennent soulever le sable et qu'il y a des poissons qui viennent se nourrir, et c'est là qu'ils viennent pêcher. Donc c'est important pour la pêche également. Ça crée un hydrodynamisme. Les vagues sont importantes aussi pour une certaine forme d'économie. On pense au surf, bien sûr, mais il y a aussi pas mal d'endroits où les vagues attirent des touristes et il va y avoir une économie derrière. Il peut aussi y avoir un impact très important sur le sport. On pratique du kayak, on va pratiquer de la plongée, on va pratiquer du surf, on va pratiquer de la nage. Il va y avoir les touristes qui se déplacent aussi pour observer. À Quiberon, on le voit par exemple. À la Torche, on le voit par exemple aussi des gens qui ne font pas de surf et qui viennent observer les vagues. Et ça peut avoir un impact même jusque sur les artistes. Si on observe par exemple la fameuse estampe de Hokusai, la grande vague, ou ici, près de chez moi, il y a un tableau de Paul Gauguin qui s'appelle La Vague aussi, qui est un tableau très très connu. Donc en fait, les vagues, elles ont vraiment une importance et il faut les protéger parce qu'on sait qu'elles ont d'abord donc cette importance sur la nature, mais aussi sur l'homme, sur l'économie et jusque dans l'art. Donc ça, c'est très très important. Et nous, en Bretagne, ici, on a beaucoup de vagues et on a de superbes vagues qui ont inspiré des artistes, qui ont inspiré des promeneurs, qui ont inspiré des pêcheurs, qui ont inspiré des écrivains et qui ont inspiré bien sûr des surfeurs. Et je crois qu'il est très très important dans un pays qui a la deuxième plus grande aire maritime au monde, des vagues connues mondialement, d'avoir des réserves de vagues où on déclare qu'une vague elle doit être protégée. Surtout dans une époque où on sait que la mer monte et qu'on sait que les hommes vont naturellement essayer d'enrocher, de bétonner et de se protéger de la montée des eaux. Il y a beaucoup de spots qui dans les années à venir vont se retrouver face à des dilemmes, c'est-à-dire qu'on va peut-être les détruire ou en tout cas les impacter. On sait que même peut-être on sait même qu'avec les nouvelles énergies renouvelables, on parle d'éoliennes en mer, ça peut peut-être même avoir un impact sur les vagues. On parle aussi même de fermes houlomotrices, c'est-à-dire des fermes qui en mer vont absorber la houle, qui peuvent avoir un impact sur les vagues également. Donc en fait, tout ça c'est très très complexe. Mais si on part sur le principe que l'hydrodiversité est aussi importante que la biodiversité, il faut protéger les vagues. Et j'aimerais que ce soit en Bretagne que ça se fasse et qu'on crée la première réserve de vagues. Une fois que l'on est sensibilisé, on est prêt à faire la démarche de protéger ce que l'on aime et à aller parfois jusqu'à changer nos habitudes. Déjà, au début, quand on a décidé de créer ce reportage, on avait envie d'en arriver à présenter des exemples de gens
qui ont poussé cette démarche jusque dans leur quotidien. Adapter leur mode de vie à leurs valeurs pour se sentir plus en adéquation avec eux-mêmes. Parle-nous un petit peu du décor qu'on a autour de nous. Où est-ce qu'on est? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi? On est dans une tiny house qui a pour principe d'être relativement petite, mobile et assez neutre et respectueuse de l'environnement de par sa construction. Et donc une tiny house, ce qui est bien, c'est que c'est petit, c'est compact, tu peux vraiment optimiser. Après, il faut être minimaliste au niveau du matériel, ce qui est plutôt pas mal. Parce qu'autant ça ne prend pas de place dans ta tiny, mais non plus dans ta tête. Et après, l'idée, c'est de la rendre la plus autonome possible. Et c'est vrai qu'avec les Lost, on avait un projet autour d'une tiny house dans cette idée-là. Et pourquoi? Parce que lors de notre voyage au Gabon, on a contacté l'impact de l'homme à travers le plastique qu'on a vu sur les plages. Là-bas, on imaginait être les premiers à fouler les plages, ce qui a été le cas pour pas mal d'endroits. Mais on a constaté vraiment qu'il y avait du plastique partout, donc c'était un peu la cata. Et pour notre projet d'après, on a eu envie de se dire que c'était bien, on est constaté, mais qu'on voulait passer un peu à l'action et donner des solutions à l'échelle de chacun. Alors moi je suis Adèle Marsal, j'ai fait un BTS GPN comme vous, et puis là depuis 6 ans je suis formatrice Carter. Et ça fait 2 ans que je me suis réinstallée en Bretagne pour redévelopper l'activité des Carter, les formations, etc. Alors du coup, les Carter, c'est un habitat qui a aucune armature. Donc les matériaux, c'est chaux, chanvre et sable. En gros, tu fais une pâte à modeler, vous l'avez vu tout à l'heure, de chaux, de sable et avec de l'eau. Et tu viens tremper tes grandes mèches de chanvre dans cette matière-là. Et ensuite, tu poses en colombin comme une poterie. Les sous-bassements, il y a des pierres pour éviter les remontées d'eau et on fait des petits drains en dessous aussi au sol pour éviter les remontées d'eau dans les pierres. En gros, c'est ça, et après, il y a des enduits imperméables extérieurs. Et puis après, tu t'éclates dans la déco intérieure-extérieure. Durant cette interview, le concept qui nous a vraiment marqué est celui qu'Adèle nomme impact bonifiant. Bonifiant, ça veut dire que tes actes de tous les jours, ils sont positifs pour l'environnement. Finalement, nous, on récupère l'eau de pluie, on se lave avec. Elle part dans la phyto. La phyto, c'est une zone où il y a beaucoup de biodiversité qui se développe, que ce soit des salamandres, des tritons, on en parlait tout à l'heure, mais aussi des insectes. Ça crée des plantes qui vont avoir des fleurs, donc des abeilles. Voilà. C'est tes gestes de tous les jours, tu vas réfléchir pour plus avoir un impact négatif, voire même avoir un plus que positif si tu crées de l'abondance en fait. 30 années après sa démocratisation, le surf breton est aujourd'hui en plein essor. De plus en plus de pratiquants pour un réseau toujours plus interconnecté. Le surf évolue à l'image de notre société et apporte un développement économique et un maillage social important, mais entre aussi parfois en contradiction avec la préservation de notre patrimoine naturel. Au travers des nombreux témoignages que nous avons recueillis, nous avons pu un peu mieux approcher la complexité des questions que nous nous posions et la diversité de réponses possibles. Tout au long de ce reportage, nous vous avons présenté des alternatives, des pensées et des idées qui ne sont pas des vérités définitives, mais des clés à disposition de tous. Tu sais, l'écologie, c'est pas une fin en soi, c'est une tendance à. Moi, c'est souvent ce que je dis. Essayer de faire le plus possible. Ce que nous retenons avant tout, c'est qu'il revient à chacun, selon ses moyens, de choisir les solutions qui lui conviennent le mieux. L'écologie a trop longtemps été une source de culpabilité, là où nous pensons qu'elle doit être une source d'inspiration et d'épanouissement. Faire la leçon aux autres aussi, ça c'est pour moi c'est un truc qu'il faut éviter au maximum. C'est un gros piège dans lequel on tombe tout le temps dans l'environnement. On va trouver quelqu'un qui est plus pollueur que soi et puis on va le montrer du doigt et dire lui il fait 2 heures de route pour aller surfer, c'est pas bien. Sauf qu'il y a toujours quelqu'un qui sera plus vertueux que nous pour nous dire que nous on n'est pas bien. Et en fait on n'avance pas comme ça quoi. Donc faut se poser des questions, accepter de pas être parfait tout de suite et chercher aussi à être bien avec soi-même. Que ce soit l'aspect sportif mais même on ne pourra pas faire bien à la planète si on ne se fait pas de bien à soi-même. Le territoire breton est riche et propose toute une palette de possibilités de développement. Nous ne pouvons, pour conclure, que vous inviter à faire comme nous votre tour d'horizon, composer votre propre art de vivre et surtout de surfer.
Don't